Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Alex Darmon, bonjour. Bonjour. Journaliste politique, on peut vous retrouver sur YouTube, Les Indécis, c'est votre chaîne de débat politique. Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise. Jean-Luc Benamias, bonjour Jean-Luc. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous attendez le pape, vous allez aller à la messe ? Non, bon. Tu prépares les hosties. Voilà, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et votre dernier livre Chaos, un livre d'entretien, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf. Beaucoup d'actualités aujourd'hui, évidemment, le casse-tête des migrants. Gérald Darmanin sera aujourd'hui à Lampedusa. Est-ce que l'Union européenne peut s'en sortir de cette question de l'immigration? Le harcèlement scolaire, évidemment, avec Gabriel Attal qui a décidé de prendre à bras-le-corps la question, l'inflation avec ces Français qui ne s'en sortent pas, et puis la fête de l'UMA, grande fête de l'UMA cette année, hein. On va pouvoir y revenir dans un instant. Arnaud, on va commencer avec vous. Alors justement, c'est lié avec la fête de l'UMA. Attendez, non, vous allez le faire après, parce oui, c'est pour ça que ça me surprenait. C'est pas ça. On va commencer avec Jean-Luc, tiens, c'est sportif. Voilà. Oui. C'est sportif. Oui, on est la chaîne du rugby, hein, si j'ai bien compris. Absolument. Bon, la radio du rugby. C'est un coup de cœur pour l'équipe des Fidji. Je ne sais pas si vous avez regardé le match face à l'Australie. Fidji, c'est 1 million d'habitants, un peu moins. L'Australie, c'est 25 millions. C'est une des énormes équipes de rugby internationales, dans les 4-5 premières, même si l'Australie joue un peu moins bien en ce moment. Voilà. Jeu remarquable. Vraiment. On voit beaucoup de matchs, là c'est les étapes de poule, c'est des matchs inégaux. Là c'était un grand match, et qu'un pays comme les Fidji, ça leur était pas arrivé depuis très très longtemps, hein. Depuis les années 50, ils n'avaient pas battu l'Australie. Alors certes, en match de préparation, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, ils ont battu l'Angleterre. Enfin, l'Angleterre est en grande difficulté. Voilà, c'est un coup de cœur réel, parce que chacun voit bien que la différence qu'il y a notamment entre le rugby et le foot, c'est que les règles sont respectées, les arbitres sont respectés, les joueurs se respectent. Voilà, je trouve ça très bien. C'est de droite. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit, est-ce que c'est de droite? C'est un sport de droite. Vous savez qu'il y a eu le débat la semaine dernière. Sport de droite. Quoi. Bon, d'accord. Je rentre même pas là-dedans. Non, mais je vous ne mélange pas. J'essaye de ne pas mélanger. Ouais. Ça, vous pouvez le remarquer, généralement le sport et la politique. Non, mais c'est vrai que on voit que c'est un sport à part, malgré tout. Vous avez regardé? Oui. Alors, j'ai pas regardé ce match-là, mais j'ai suivi les matchs de l'équipe de France. Alors, j'aime bien parler de mon petit village improbable, Montastruc, la conseillère, vous le savez, donc je les salue parce que les commerçants écoutent, ils écoutent Sud Radio. Petit village de 3600 habitants, il y a une guinguette éphémère avec des dizaines de tables qui ont été installées, et tous les soirs, il y a des matchs qui sont retransmis, et les gens du village sortent, et il y a vraiment une osmose et quelque chose qu'on ne retrouve pas effectivement dans la culture footballistique, en tout cas dans le Sud-Ouest. Donc j'y trouve un côté positif, ça fait du bien d'avoir des choses qui rassemblent en ce moment. Mais vous voulez pas parler de politique, mais c'est quand même politique. Enfin, alors oui, c'est politique. On dit des choses quand on dit ça. On dit des choses. Voilà, les supporters du foot sont pas les mêmes que ceux du rugby. Il y a des supporters du foot très bien aussi. Moi, vous êtes abonné au Parc des Princes. Je vais beaucoup au Parc des Princes, mais je suis aussi abonné au Stade Français. J'adore le rugby et j'ai vu le match. J'ai fait 22 ans de rugby, donc j'ai vu le match hier après-midi entre l'Australie et les Fidji. Mais les Fidji, on les connaît bien. Les Fidjiens, ils font beaucoup dans le championnat français. Bien sûr. Ils chantent la Marseillaise quand ils voient le match de l'équipe de France la semaine d'avant. Donc oui, on a une affection en plus particulière. Il faut être honnête quand on est français pour cette équipe, parce que je crois que sur 22 joueurs hier sur la feuille de match, vous en avez 17 qui sont dans le top 14 en France. Dont la moitié à Toulouse d'ailleurs. Voilà. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup à Toulouse, hein, objectivement. Ils sont beaucoup à Toulon et il y en a au Stade Français, à Lyon, bon bref. En tout cas, non, c'était un match exceptionnel. C'est vrai que hier, on a enfin vu un match de Coupe du Monde de rugby où il y avait une surprise et où les Fidji ont battu l'Australie. Ils étaient à 2 doigts de battre les Gallois la semaine dernière. Et moi, je pense que ça peut être la surprise de cette
cette Coupe du Monde, cette équipe des Fidji. On verra. Parce qu'on les attendait pas du tout. Arnaud aussi. C'est quand même un pays qui a une tradition rugbystique. Les Fidji, ça fait très longtemps qu'ils sont présents dans les Coupes du Monde. Là, ils essaient de gagner. Maintenant, ils rentrent dans le jeu pour gagner. Ils prennent les points quand il faut prendre les points. On disait que c'était les Brésiliens du rugby. Voilà, exactement. Tout à fait. On a un auditeur qui nous demande, Stéphane, Afrique du Sud, Roumanie, un point. Vous avez un petit point rugby. Vous avez regardé Vous avez regardé, Jean-Luc? Vous regardez tout? Non, excusez-moi, il y en a beaucoup dans les matchs de poule. 70-0 ou 72-0 si je me rappelle bien. J'ai pas vrai. Enfin bon, très bien, on a le droit de soutenir l'Afrique du Sud. D'ailleurs, clairement, c'est que l'Afrique du Sud avec la France est un des favoris plus que sérieux de cette Coupe du Monde. Mais je n'invente rien et je n'apprends rien à personne. En tout cas, je n'apprends rien aux supporters du rugby en général et en particulier. Alors, Benjamin Cauchy, c'était un coup de gueule. J'ai vu ça ce matin, effectivement. Oui, un coup de gueule ou un coup de vigilance, parce que je ne voudrais pas prendre, comment dirais-je, un virage trop clivant sur ce sujet, parce qu'il est trop important. Il y a une entreprise qui s'appelle Onclosive à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, qui annonce licencier 217 de ses 380 collaborateurs. C'est une entreprise qui réalise de la veille informationnelle pour de nombreuses entreprises et des institutions. Et donc, ces 217 salariés vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un vrai sujet. On parle toujours de Schumpeter, de cette destruction créatrice finalement, et effectivement, l'automobile a sacrifié les maréchals Ferrand à l'époque. On pourrait effectivement prendre cette anecdote-là. Plus sérieusement, ce sont 300 millions d'emplois qui sont concernés à l'échelle de la planète dans les 15 prochaines années. Il y a 27% des emplois en France qui sont concernés par cette mutation et cette automatisation, donc l'automatisation et l'intelligence artificielle. Et puis il y a des secteurs d'activité, par exemple comme la finance, où il y a près de 2/3, ça ce sont des chiffres de l'OCDE de juillet l'année dernière, 63% des gens de la finance ont compris que leur boulot était malheureusement un jour remplaçable par la machine. Donc moi la question que je me pose par rapport à ça, au-delà de ce coup de gueule pour ces 217 salariés, c'est quel projet de société derrière on peut mener. Alors Musk, Zuckerberg ont appelé à une certaine éthique de l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi l'éthique de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça s'arrête à des règles morales au sens strict de la recherche médicale notamment? Ou est-ce que l'éthique va également s'atteler à être vigilant sur la destruction d'emplois? L'Union européenne est dessus, le Congrès américain est en retard dessus. Il faut dire que l'Union européenne est en avance de phase. Quoi qu'il en soit, les seules réponses qui sont apportées, j'ai essayé de creuser un petit peu. Par exemple, l'association des grandes écoles de France explique que c'est pas grave parce que on va transformer des contrôleurs de gestion de banque en data scientists ou en monsieur éthique de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Je suis assez dubitatif. Quel projet de société allons-nous avoir derrière? Jusqu'à présent, la notion d'argent était la récompense de l'effort et du travail. Si demain nous sommes une société où c'est l'intelligence artificielle et la machine qui fait le travail, que vont faire les hommes et comment va-t-on financer notre système? Voilà, c'est un coup de gueule, mais c'est aussi un questionnement à ouvrir. Voilà. Beaucoup de questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Non, mais on est dans cette période-là. Aujourd'hui, on est dans cette période de la transformation au numérique, à l'intelligence artificielle. Quand vous voyez que des salons comme Vivatech sont les salons les plus plébiscités en visite, en termes de visite dans le monde, que vous avez vu la semaine dernière à San Francisco, le congrès sur Salesforce. Je veux dire, on est dans cette transformation-là et je ne pense pas qu'on puisse lutter contre. Par contre, vous avez raison sur le fait qu'il faut réfléchir au modèle qui demain va réfléchir. Moi, je suis un peu plus nuancé sur le fait qu'on nous parle de data scientifique, scientiste, tout ça. Moi, j'y crois à ça, parce que ça s'est déjà passé sur les ingénieurs dans l'ancienne époque. Aujourd'hui, ils ont été transformés en architectes informatiques, par exemple, et c'est des métiers qui sont essentiels à la bonne survie d'une entreprise. Donc, je pense que ça peut le faire. Mais effectivement, lançons un grand débat autour de ça, ce serait intéressant. La seule chose, je finis là-dessus, c'est que si on fait des data scientists, on va avoir des gens intelligents pour maîtriser la machine, mais plus forcément des gens qui sont en capacité de maîtriser le savoir pour ces machines. Et c'est ça qui m'inquiète. Voilà. J'allais dire que c'est une constante de l'histoire économique que l'innovation inévitablement détruit un certain nombre de professions et de métiers. On l'a connu avec la révolution industrielle, on le connaît aujourd'hui avec la révolution numérique, mais je pense qu'en effet, il y a quand même des zones qui vont être plus touchées rapidement
par ce phénomène, et c'est principalement, c'est l'Occident, essentiellement. Donc ça veut dire que la relation au travail n'est pas la même, d'ailleurs, entre l'Occident et le reste du monde. Donc, alors on a déjà connu la désindustrialisation qui entraîne des délocalisations, qui entraîne du chômage. C'est un vrai sujet pour les pays de l'Union européenne, c'est un vrai sujet pour les États-Unis, et qui arrive très rapidement. Ça, c'est évident, et en effet, cet exemple des Hauts-de-Seine est tout à fait révélateur. 217 employés donc, qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. 6 janvier 2024. Ouais. Voilà. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube, votre chaîne de débat s'intitule Les Indécis. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès, paru aux éditions du Cerf. On va parler de la fête de l'UMA, on va parler des migrants avec Gérald Darmanin qui seront aujourd'hui à Lampedusa, avec l'Union européenne qui est bien embarrassée avec cette question de l'immigration, le harcèlement scolaire, bref, beaucoup de sujets avec vous. Moi, je voulais, avant de vous donner la parole, parce qu'on va tout de suite parler de la fête de l'humanité et de ce qui s'y est passé ce week-end, revenir sur ce qui s'est passé en Libye. C'est-à-dire, on n'en parle pas, on a parlé du Maroc. Heureusement, il y a eu énormément de mobilisation, de soutien. Évidemment que le lien des Français avec le Maroc est très fort. Mais il y a la Libye. 9000 personnes disparues, 3500 personnes, c'est le bilan officiel, décédées. C'est une catastrophe humanitaire. Personne n'en parle. Enfin, il y a un article dans le Parisien ce matin, ce que j'ai lu, et c'est ce qui m'a moi interpellée, en me disant qu'on n'en parlait pas du tout, qu'il y a en plus des blocages sur l'arrivée des secours, sur la coordination. C'est quoi? C'est le mort kilomètre? C'est le fait qu'il n'y ait pas de photos? Je me suis posé la question. Il y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs éléments. Il est évident que les liens de la France et du Maroc ne sont pas ceux de la France et de la Libye. Ensuite, moi, je suis assez frappé d'ailleurs qu'on parle très peu de la Libye aujourd'hui. Finalement, depuis l'intervention inopinée militaire, je trouve que la Libye est devenue un sujet qui est passé sous les radars médiatiques, comme si finalement on avait mauvaise conscience d'une certaine manière à parler de la Libye. C'est vrai que c'est les mystères du traitement de l'actualité. Il y a des sujets qui sont en effet traités de manière assez inégale et différenciée, mais en l'occurrence quand même... En effet, je vous partage votre avis, on devrait en parler un peu plus. Ouais. Jean-Luc ? Il n'y a pas que la Libye. Non. Il y a eu des énormes inondations aussi en Grèce, gigantesques au nord de la Grèce, qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Alors c'est évidemment par rapport à l'équivalent en milliers de morts en Libye. Enfin, faut être clair. Qui est capable de dire qu'il y a aujourd'hui un véritable État libyen géré par Libyens avec une vraie politique libyenne? Depuis l'intervention dont on vient de parler, il n'y a plus d'État libyen. C'est un chaos désorganisé. Je n'enlève rien au drame énorme quand vous regardez les images. C'est même plus une inondation, c'est un chaos généralisé sur une ville, si je ne m'abuse, de 100 000 habitants. Donc je veux bien qu'on dise qu'il y a 9 000 disparus, mais en fait... Je crois pouvoir dire qu'on n'en sait quasiment rien. Voilà. Mais la situation libyenne n'est pas étrangère non plus à ce que nous vivons sur le plan migratoire aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait plus d'État libyen, comme tu l'as justement rappelé, explique aussi les mouvements migratoires qui partent de Libye. Donc c'est quand même étrange qu'on n'en parle pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de quasiment de secret de famille sur la Libye qui circule. Bon. Alors, peut-être puisque vous avez tous les deux, vous faites référence à ce qui s'est passé à la fête de l'UMA, Alex Darmon, ça concerne Édouard Philippe. Oui, Édouard Philippe, mais moi il me fascine, objectivement, il me fascine. Je trouve qu'il s'est perdu en fait, cet homme politique depuis longtemps. On ne sait pas s'il est à droite, si c'est un homme de droite, si c'est un homme de gauche. On taxe souvent Emmanuel Macron
pour son en même temps, moi je trouve que Édouard Philippe c'est encore plus fort parce que hier il est à la fête de l'humanité, il a le droit d'aller à la fête de l'humanité, de débattre avec Fabien Roussel. Alors d'abord son arrivée n'a pas été très appréciée par le public parce que vous avez vu qu'il y a eu une prise à partie assez violente d'un manifestant, c'est pas du tout le cas, d'un participant à la fête de l'humanité qui est monté sur scène pour prendre à partie Édouard Philippe. Et puis après pendant son échange, il a quand même dit que lui il avait déjà voté plusieurs fois communiste dans sa vie, qu'il préférait voter communiste qu'extrême droite en cas d'un duel de second tour. Bref, moi en fait ce qui me rappelle Édouard Philippe, c'est normal, vous me direz, c'est beaucoup Alain Juppé. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait il a oublié qu'il était de droite, il va aller séduire les gens de gauche, mais il va perdre sa droite à un moment donné, et ça veut dire qu'il pourra pas, pour moi, être candidat à l'élection présidentielle en 2027. Il pourra pas être candidat, en tout cas d'une droite qui va finir par le rejeter avec son parti Horizon. Donc j'avoue que je suis vraiment très perdu parce que c'est lui quand même qui est à l'origine des Gilets jaunes en 2018 sur les 80 km/h. Qui a provoqué, c'est pas lui qui a... Oui, qui a provoqué, pas lui qui a mis les Gilets jaunes. Attention, c'est pas une attaque envers lui que je fais, pas du tout. C'est juste simplement que il a été vraiment entre guillemets l'homme déclencheur de cette crise des Gilets jaunes. Aujourd'hui, il va à la fête de l'humanité et il oublie qu'il est à droite complètement. Et demain, ça va être quoi? En fait, on n'arrive pas vraiment à se repérer dans sa boussole politique. Et je pense que là, il est en pleine campagne électorale, mais qui part très très tôt et qu'il n'est pas préparé. Et qu'à mon avis, ça va faire comme Alain Juppé, ça va faire le même effet. C'est que à la fin, il n'aura pas les soutiens et il n'aura pas les partis pour l'accompagner dans une campagne présidentielle. Oui. Je dirais pas qu'il s'est perdu dans le communisme, Édouard Philippe. Je pense surtout que 4 ans avant l'échéance, c'était surtout montrer qu'il était capable de parler à des gens de gauche également. Et ça va pas plus loin. J'ai été également surpris de l'intervention d'un militant d'extrême gauche qui s'est fait passer pour un gilet jaune. Ça, c'était plus ou moins attendu. C'était quoi? J'ai pas suivi. Non, mais c'était... En fait, ça s'est pas vu. Si vous avez regardé le résumé sur le journal de France 2 hier soir, tout s'était très bien passé. Vous allumiez X ou tout autre réseau social, vous voyez effectivement qu'il y avait l'intervention d'un gilet jaune, soi-disant, pour expliquer qu'Édouard Philippe était la cause originelle de tous ces problèmes. Juste faire un petit point là-dessus. Soyons concrets, Emmanuel Macron a été celui qui porte la responsabilité du mouvement des Gilets jaunes. Monsieur Castaner, à l'époque ministre de l'Intérieur, porte une responsabilité sur la non-maîtrise de l'ordre dans les rues. Moi, je parlais pas de ça. Je parlais vraiment du début de la crise sur l'essence. Et comme ça, c'est vraiment Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe qui a développé. Et pour le coup, Édouard Philippe, effectivement, je me souviens d'avoir échangé avec lui sur RTL et on lui expliquait que l'essence était trop chère et il m'avait répondu qu'il allait faire une prime pour faire baisser le coût des chaudières à fioul. Donc effectivement, je me souviens, c'était 3 jours avant le 17 novembre. Donc effectivement, il a été mis en difficulté très rapidement et certainement pas soutenu par Emmanuel Macron. Ce que je veux dire par là, c'est que sa présence hier a autant d'importance que n'importe quel autre qui est venu, tout simplement. 4 ans avant, ça n'a strictement aucun sens. Pour moi, ce n'est que de l'écume de l'actualité politique et ça n'a pas de pertinence sur l'avenir. Oui. Non, mais enfin, ça dit quelque chose sur sa stratégie. Bon, c'est vrai qu'actuellement, il essaye d'implanter son réseau. Il arrive malgré tout à attirer un certain nombre d'élus locaux, mais on ne gagne pas une présidentielle avec les élus locaux. On le sait très bien, en l'occurrence. Je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est... je vais être un peu méchant, mais vraiment, je prends des guillemets et toutes les précautions oratoires. Je pense que c'est une fausse valeur sur le plan de l'efficacité politique et de l'efficacité surtout électorale à venir. Et en effet, quand même, il porte une responsabilité dans le démarrage de la crise des Gilets jaunes. Il y avait eu des signaux d'alerte, notamment par un certain nombre d'élus locaux sur la mesure unilatérale, verticale et très mal comprise des 80 km/h dans les départements. Il n'a pas écouté et là, en effet, il se rapproche d'une certaine forme de son mentor Alain Juppé, c'est-à-dire qu'il a une raideur un peu technocratique et verticale, ce qui est surprenant parce que lui-même est un élu local, il est maire du Havre quand même. Donc ça pose problème et même sa gestion de la crise sanitaire au début. On peut quand même en discuter. Mais tout ça semble avoir été complètement oublié. Mais vous savez, il reste l'homme politique dont on a la meilleure opinion dans notre baromètre. Oui, mais enfin ça, écoutez, dans l'histoire électorale, je peux vous citer Rocard, Barre, Simone Veil, Jacques Delors, autant Balladur également, qui était président de la République au mois de janvier 1995. On sait ce qu'il en est advenu. Donc ça, il faut vraiment se méfier de ce type de cote sondagière. Mais je pense que ça sera compliqué. Alors en plus, c'est vrai qu'il occupe un espace qui est plutôt à droite dans la
Macronie. Mais donc il essaye de donner des signaux à gauche. Ouais. Jean-Luc, vous le... Je pense que le paysage politique français est un grand désordre. D'ailleurs, c'est demandé aux différents pays européens et aux chefs d'État, hommes ou femmes des différents pays européens, ils nous regardent et disent il y a un problème là, la France, vous arrivez à se diriger quelque chose, vous avez une ligne, vous avez des positions. C'est pas beaucoup mieux dans le reste de l'Europe. Qu'avoir les Allemands et les renoncements. Au moins, ils n'ont pas une situation comme on la connaît en France où plus personne ne croit à rien, où l'État n'est plus reconnu comme tel parce qu'on ne sait plus où il va. Clairement, on est quand même très spécifique. Je lis régulièrement alors vous allez me dire, c'est pas l'Europe, c'est la Suisse. Les éditos en Suisse qui nous regardent et qui disent mais que se passe-t-il C'est vraiment... Voilà. Après ça, moi je pense qu'on est 4 ans avant la présidentielle et que là, la fête de l'UMA et M. Roussel essayent de faire croire que le Parti communiste va encore jouer un rôle important dans la vie du pays. Ils se débrouillent pas mal en com. Enfin, c'est un peu... C'est tout ça est tiré par les cheveux et c'est dans tous les sens. Franchement, si le Parti communiste à gauche ne joue pas un rôle dans les années qui viennent, c'est-à-dire que la gauche ne jouera pas de rôle, objectivement. Parce que mais ça on peut en parler, parce que quand vous voyez les sondages, et d'ailleurs les prises de parti, on va en parler dans quelques minutes, je crois, à gauche, chez les écologistes. Franchement, la gauche, elle devient de moins en moins crédible, objectivement, quand vous écoutez ce qu'ils racontent. Et puis même, Roussel comme Mélenchon, quand il y en a un qui dit je vais faire un truc, l'autre il dit l'inverse, et la semaine d'après, c'est pareil, inversement proportionnel. Donc franchement, moi je pense que Roussel, faut pas trop l'enterrer trop vite, surtout qu'il commence à s'installer politiquement. Non, mais je sais, je parle, c'est une façon de parler. Il s'installe politiquement, il est réélu député pour la 2e fois, et il a quand même une voix qui porte à gauche. Vous pouvez pas dire qu'il va jouer aucun rôle dans les 4 années qui on va en reparler dans un instant. On marque une pause et puis ça va nous amener sur la fête de l'UMA de ce week-end. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, parlons de la fête de l'UMA avec cette gauche éparpillée façon puzzle. Les Insoumis, François Ruffin et Clémentine Autain ont clairement exprimé leur façon de penser et leur divergence avec Jean-Luc Mélenchon. Lui-même a fait huer Fabien Roussel et vous vouliez revenir sur ce week-end. Arnaud Benedetti. Pour poursuivre et prolonger ce que vous venez de dire, il y a eu aussi l'admonestation de Sandrine Rousseau, encore elle, si je puis dire, à l'adresse de Fabien Roussel, où elle lui a dit « Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak ». Donc, elle a remis une pièce dans la machine, manifestement. Vous voulez qu'on l'écoute parce que on va réécouter le contexte de ce qu'elle dit. Elle le dira bien mieux que moi. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Écoutons-la. Nous ne pouvons pas rire de ce qui pollue aujourd'hui la planète. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que peuvent avoir nos pollutions, nos consommations sur la mise en danger de chacun et chacune d'entre nous. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Par contre, tu gagneras. Parce que ensemble, nous aurons compris que le monde sur lequel nous vivons est en train de basculer. Voilà. Tu ne feras pas rire, il ne faut pas rire, pourtant elle fait rire et sourire. D'abord elle se fait plaisir là, manifestement. On ne gagne pas en politique en se faisant plaisir, en général on perd. C'est un grand classique. Ensuite je me méfie toujours des politiques qui se font un tant soit peu prophétique comme elle essaye de le faire là, dans sa déclaration, comme s'il détenait une vérité universelle et qu'il l'a portée. En général, moi j'ai plutôt un certain doute quant à ce type de comportement et de stratégie. Non, mais vous voyez bien que ce que ça veut dire, cette intervention, au-delà des divisions de la gauche dont on a parlé, peut-être dont on reparlera, qui sont multiples, variées, et à mon avis, c'est une espèce de nœud gordien qu'on n'arrivera pas à dénouer. C'est surtout la façon dont aujourd'hui, finalement, les politiques ne travaillent plus, mais ne font plus que communiquer. Et que elle est venue avec sa punchline qui était prête. Elle a adressé sa punchline et finalement, il n'y a plus que le regard médiatique qui, d'une certaine manière, les meut dans leur comportement et dans leur stratégie. Ce qui est vrai pour Sandrine Rousseau, l'est vrai aussi un peu pour Monsieur Roussel. Alors certes, il a un positionnement politique qui apparaît beaucoup plus raisonnable et qu'il est indéniablement que celui de Madame Rousseau, mais il en demeure pas moins que c'est quand même la communication
communication qui aujourd'hui guide essentiellement, pour une grande partie, les leaders politiques. Et je pense que ça finit par naufrager définitivement la crédibilité des politiques depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui, sans compter que ça hystérise le débat public. Donc je pense que c'est un très mauvais service qu'on rend à la démocratie quand on agit de la sorte. Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Luc ? Question façon puzzle, je trouve que la situation politique française, je viens de le dire tout à l'heure, je le répète, est totalement désorganisée. Bien sûr. L'ensemble de la classe politique, quel que soit le courant, je dis bien quel que soit le courant politique, est façon puzzle. Pas le Rassemblement National. Non, il y a quand même il y a deux courants qui sont dominants. Quand vous voyez arriver avec Madame Maréchal et Monsieur Zemmour, une autre liste d'extrême droite en France, un autre positionnement de l'extrême droite, c'est aussi façon puzzle. Je sais bien que Marine Le Pen a plus d'avance par rapport à tout cela. Ok avec le RN, mais quand même c'est façon puzzle. Tout ça est dispersé, disproportionné. Et je suis d'accord avec les intervenants. Nous sommes dans une situation uniquement de punchline, plus ou moins maligne, qui font que pendant une demi-journée, allez, peut-être une journée, on existe dans les grands médias et dans les médias. Quelques heures. Ça n'amène strictement à rien, parce que aussi bien Madame Roussel que Madame Roussel. Non, pardon. Il faut retenir un Roussel, des Rousseau. Il y a vraiment un désordre politique, c'est sûr. Complètement déconstruit. Madame Rousseau, Monsieur Roussel. Bon, pardon, fallait la faire celle-là. Elle est belle. Belle punchline. C'est pas mal. Et donc, Madame Rousseau. Clairement. Je crois que notre pays, a besoin de retrouver un peu d'équilibre, et que cet équilibre, pour l'instant, je ne le vois quasiment nulle part. Ni avec la NUPES, ni à gauche, ni à droite, ni à l'extrême droite. On est dans une situation franchement, de décomposition politique qui n'est pas terminée, et de recomposition dont on peut se dire qu'un jour ou l'autre, elle va poindre. Elle va arriver à quelque chose. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Non, mais franchement, mettez-vous un foulard sur les yeux si vous voulez ne pas l'avoir. Mais en vérité, à l'extrême droite, tout se passe très bien pour eux. Je veux dire, c'est malheureusement pour certains le seul parti qui arrive à avancer en ordre de marche, qui est dirigé convenablement par un président qui s'appelle Jordan Bardella, par une présidente de groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle Marine Le Pen, qui n'est pas dans l'invective permanente, dans le cirque permanent. Bah oui, non, mais donc tous les partis. Alex, nous avons avec Madame Maréchal et Monsieur Zemmour le fait de dire Madame Le Pen reste tranquille et n'a plus qu'à sourire, puisque elle a à l'extrême droite, à son extrême droite de l'extrême droite, elle a des gens qui sont des gens qui font peur. Mais donc ils sont non, vous pouvez pas dire qu'ils sont pas organisés, parce qu'on sait très bien que à la droite de sa droite, vous avez, comme vous l'avez dit, Marion Maréchal et Éric Zemmour qui appelleront à voter Marine Le Pen si elle est au second tour demain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Fabien Roussel pour Jean-Luc Mélenchon, ou pour d'autres partis de gauche pour Jean-Luc Mélenchon. Juste une chose quand même, cette phrase: Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. On en est là aujourd'hui, en 2023, pour un parti politique, pour une fête de l'humanité. Moi, je pose la question. On dirait South Park. Non, mais exactement. Moi, je pose juste une question. Est-ce que franchement, aujourd'hui, Madame Rousseau est encore crédible ? Jusqu'à quand on va reprendre ces phrases? Jusqu'à quand on va reprendre ces buzz? Jusqu'à quand oui, mais d'accord, moi je pense que vraiment on arrive à la limite, et qu'à mon avis, demain, sa crédibilité est entachée. D'ailleurs, je sais même pas si elle va pas avoir des problèmes sur sa candidature. Sur sa candidature, où elle avait menti sur sa domiciliation. Exactement. Je pense, à mon avis, qu'elle est pas loin de la fin de sa carrière politique, Madame Rousseau, encore plus avec des phrases comme celle-là. Juste un point sur ce qu'on disait sur la communication et Marine Le Pen par rapport à un certain nombre de leaders politiques. Ce qu'il faut considérer aujourd'hui, outre, je veux dire, le travail de normalisation qu'elle est en train quand même de réussir à ce stade, elle a une communication très habile, très astucieuse, très intelligente. C'est elle aujourd'hui qui communique le moins. Donc elle communique le moins, et elle prend la parole dans des fenêtres d'opportunité où finalement elle finit par délivrer des messages. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ces messages, mais elle a une communication, j'allais dire, à l'ancienne, qui est, me semble-t-il, très habile et très astucieuse, et qui ne fait qu'installer son image finalement de présidentiable. Et donc de ce point de vue-là, tous ses adversaires, quels qu'ils soient, à droite, à gauche, au centre, lui rendent un très grand service par une communication frénétique de tous les instants, où ils sont totalement piégés par le règne de l'immédiateté. Moi, je voudrais bien que Véronique, notre auditrice qui défend LFI, me dise ce qu'elle a pensé de la fête de l'UMA de ce week-end, parce que c'est vrai que, écoutez Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à Fabien Roussel, ça fait un peu
fait un peu désordre. Je ne sais pas si on a le son, on l'a pas. Où il dit non, Roussel n'est pas un camarade. Je veux dire, ça va assez loin dans la dissension. Ça va très loin, et ce qui m'interpelle, c'est que au-delà de cette position de façade, qui était cette unité de la NUPES en juin et mai l'année dernière, aujourd'hui ils sont prêts de nouveau à se déchirer pour des strapontins européens. Soyons bien clairs, les élections européennes sont une élection, comment dirais-je, favorable, notamment pour les Verts, ça a toujours été. À partir du moment où il y a un sujet exogène, de toute façon, ça fonctionne toujours pour les européennes. Le Rassemblement national avec les immigrés qui sont de l'autre côté de la frontière, et sauver la planète, quand on parle de l'Amazonie, c'est un sujet exogène. Ça a toujours bien fonctionné. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'ils sont rentrés de nouveau dans des guerres de chapelle. Moi, je pense surtout aux électeurs de gauche, finalement. Je pense aux électeurs de gauche qui ont pu y croire, et qui ont pu se dire, tiens, c'est bien, les verts, les rouges, les violets, les roses vont se mettre ensemble. Et puis au final, ils sont comme les autres, ils sont comme les copains. Et donc, essayer d'attirer une nouvelle génération avec des Louis Boyard, essayer de faire du Greta Thunberg tous les 4 matins, essayer d'attirer une nouvelle génération en disant, voilà, on va faire une autre politique. Et finalement, au premier virage électoral, 1 an après, voilà, ils retombent dans les vieux travers. C'est de la vieille politique, et ils n'ont pas plus de crédibilité que les autres. Alors, ceci dit, pour peut-être un peu moduler, force est de constater que LFI préconise, en vue des européennes, une liste unitaire. Et on les comprend, vu le résultat qu'ils ont fait il y a 5 ans aux dernières élections européennes. Et ils ont une stratégie qui est une stratégie unitaire. C'est les autres qui n'en veulent pas. Mais vu leur c'est les état de autres qui santé. n'en veulent pas, parce que dans le cadre de l'Union européenne et des élections parlementaires européennes, j'en sais quelque chose, j'étais 2 fois député européen. Le jeu se jouant à la proportionnelle, et que on peut avoir des élus dès qu'on passe la barre des 5%, clairement, chaque organisation politique, et on le verra aussi à droite, à Renaissance et ailleurs, il y aura un certain nombre de listes. Généralement, je vous rappelle juste aux dernières élections européennes, il y avait 34 listes. 34. Non, mais le bloc central, comme on dit aujourd'hui, ira uni aux élections européennes. Enfin, je vois pas de division entre le MoDem, Horizon et Renaissance, à ce stade, en tout cas. C'est quoi le bloc central ? C'est le bloc, ce qu'on appelle le bloc central aujourd'hui. Le bloc qui est au centre. Qui s'auto-appelle bloc central, c'est la majorité présidentielle. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Benjamin, et je prends Jean-Luc aussi à témoin, qui vraiment a cru à la NUP sur la durée au mois de juin dernier, enfin en 2022, qui vraiment s'est dit que c'était une force qui allait s'installer dans la durée pour une présidentielle et pour une candidature unique en Non, une circonscription sur 5. Non mais d'accord, moi je parle de nous, les analystes politiques, des hommes et femmes politiques dans ce pays, qui a cru sur la durée. Objectivement, personne. Déjà dès le début, et je vous engage à lire ce livre de Laurent Tello, qui est exceptionnel sur ça s'appelle Au fond de la gauche, je crois, où il vous raconte les accords de parti, les rencontres entre les écologistes, le Parti socialiste et la France insoumise, où personne n'y croyait depuis le départ. C'était juste un effet de poudre aux yeux. Non, mais c'est un cartel électoral. Non, mais très bien. Mais donc, au bout d'une semaine, on savait très bien que ça allait exploser en plein vol. Ça n'a pas pris une semaine, ça a pris 3 semaines, et ça a quand même explosé en plein vol. Et effectivement, au mois de juin prochain, vous n'aurez pas de liste unique à moins d'un miracle. La seule poudre de perlimpinpin qu'on nous propose, comme dirait Macron, c'est Ségolène Royal qui pourrait, selon la France insoumise, être tête de liste. C'est quand même incroyable. Ça a tenu le temps de prendre la commission des finances, quoi. Voilà. Oui, c'est exactement ça. On se retrouve dans un instant. On va parler du douloureux problème du harcèlement scolaire. Gabriel Attal réunit aujourd'hui les recteurs. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, harcèlement scolaire, le sujet dont on parle à chaque fois qu'il y a un suicide d'adolescent, il faut bien le dire. À chaque fois, on s'indigne, on s'émeut, on annonce des plans, on annonce des conférences, on annonce des tas de choses, et puis des directives, et puis on se sent très, très impuissant. Évidemment, le cas de Nicolas, 15 ans, émeut d'autant plus qu'on a l'échange des courriers entre les parents et le rectorat, et que le courrier est particulièrement indigne. Gabriel Attal a parlé de honte. La première ministre s'est dit choquée. Jean-Luc, vous vouliez tout de suite prendre la parole. C'est un sujet qu'il faudrait prendre à bras-le-corps et qu'on ne prend pas à bras-le-corps. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle, sinon ça se saurait. Mais clairement, il y a, par rapport au harcèlement, et tout le monde voit bien que, on le voit même sur les réponses que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux suite à nos émissions, c'est pas toujours très poli et c'est pas toujours
très aimable. Mais quand ça touche des gens comme nous, ça va, c'est bon. Mais quand ça touche des jeunes adolescents ou adolescentes, c'est dramatique. Et là, évidemment, la façon dont le rectorat a répondu, et quand on s'aperçoit que derrière, c'est pas le seul rectorat qui a répondu de cette manière-là. D'ailleurs, que ce soit face à des écoles privées ou des écoles publiques. À ce niveau-là, ça demande vraiment. Alors j'espère, on verra bien ce que déclarera le ministre. Pour l'instant, j'y crois pas trop. Mais comment on prend ça à bras-le-corps et comment on s'occupe réellement des adolescents et des adolescentes et réellement de la panique, de la panique dans laquelle évidemment se trouvent les parents. C'est pas malheureusement le premier cas, et malheureusement si on ne fait rien de plus rapide et de plus précis, il y en aura d'autres. Oui, mais en même temps, c'est un problème extrêmement complexe. C'est vrai que ça fait référence aussi au pas de vague qu'il y a eu pendant très longtemps et où l'administration, où l'administration protégeait ses employés. Enfin, je ne sais même pas s'il les protégeait. Moi, je pense qu'il s'en souciait pas. C'est plus ça. C'était on laisse sur le côté, on fait en sorte que tout se passe bien pour pas faire de vagues, justement. Non mais attendez, je ne dis pas qu'ils ont raison. Pardon. On demande aux parents de retirer l'enfant et de le mettre dans un autre. Alors ça a changé. Alors il a changé. Ça n'a pas encore changé complètement. Pas complètement. C'est bien le problème. Moi, ce qui m'étonne, et je le rapproche d'un article qu'il y avait dans Le Monde sur le bilan le rapport de la Cour des comptes sur l'action du gouvernement, sur le rapport homme-femme, femme-homme. On dit l'égalité femmes-hommes, où on a dépensé beaucoup d'argent, où il y a eu beaucoup d'annonces, où il y a eu beaucoup de plans, où il y a eu beaucoup de comités interministériels, et qui au final n'a rien donné. Et j'ai un peu ce sentiment, c'est-à-dire qu'on annonce des tas de choses et qu'il n'y a pas de concret. Ce matin, dans le Figaro, un sociologue disait qu'il y a une réelle demande de protection et d'action publique concrète. On a l'impression qu'il n'y a pas de choses concrètes. Arnaud, sur ce terrain, c'est le problème de l'évaluation des politiques publiques. C'est qu'en effet, là aussi, on en revient au sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a une communication institutionnelle, une communication d'État qui produit un certain nombre d'annonces, qui annonce des plans, et ces plans, manifestement, ne sont pas suivis d'effets. Faute très souvent, parfois, pas seulement de moyens, mais aussi d'organisation et de suivi de projets. Mais je voudrais en revenir quand même deux minutes à l'affaire qui est dramatique, qui nous concerne. Moi, il y a deux choses. D'abord, premier point, il faut le reconnaître, le ministre, en tout cas, a réagi en temps, en heure et avec les mots qu'il fallait. Absolument. Clairement. C'est quand même, j'allais dire, quelque part... quelque chose qui change par rapport à un certain nombre de son prédécesseur et surtout son prédécesseur immédiat qui avait été dans la tergiversation avec des affaires similaires. Donc de ce point de vue-là, il y a un point quand même, il y a un point positif. Ensuite, moi, ce qui est très frappant, très révélateur, c'est le courrier. Mais le courrier, pour moi, il est aussi l'illustration d'une culture administrative française qui se retrouve dans d'autres domaines, pas seulement celui de l'éducation nationale, qui est une culture de morgue, de suffisance et d'autoprotection. Il y a quand même un mal français de ce côté-là. La façon dont le courrier s'adresse aux parents, il ne s'adresse pas à des parents, il s'adresse à des subordonnés. C'est absolument inacceptable. C'est oublier que l'école est d'abord un service public, que l'école a des comptes à rendre également aux parents. Donc en effet, ce courrier est tout à fait choquant, il est scandaleux, il est infect, tout ce que vous voulez, d'autant plus qu'on sait, je veux dire, les conséquences ensuite de la non-gestion de cette affaire par l'éducation nationale en l'occurrence, mais il y a quand même un mal français dans ce domaine et qui est vraiment propre à notre pays et que l'on retrouverait dans plein d'autres, malheureusement, d'autres secteurs et dans d'autres situations. Oui, absolument. Oui, c'est le père de famille qui va parler. J'ai fait la rentrée de mes deux garçons, en première et en sixième, et pour le collège, on a reçu un mail effectivement nous expliquant que le corps enseignant, le système paramédical, infirmerie était à disposition des élèves qui voulaient exprimer. Donc il y a des démarches. Les Français sont habitués à faire un drive, vous savez, sur leur téléphone. Tiens, il me manque des cacahuètes, j'achète des cacahuètes, je suis livré, il me faut un bouquin, il est 21h, Amazon va vous le livrer le lendemain matin. Il y a une sorte d'immédiateté. L'action résulte d'une solution quasiment immédiate. Et lorsque l'on parle de choses que l'État doit prendre en main, on oublie l'inertie de l'État. C'est comme un paquebot. Entre le moment où vous tournez le gouvernail et le moment où le bateau va tourner, il y a un temps de latence extrêmement important. Et sur des sujets aussi majeurs et sensibles que celui de nos enfants, finalement, les Français se retrouvent dans cette incompréhension. Alors oui, effectivement, on a un ministre qui aujourd'hui semble, en tout cas dans le discours, prendre la mesure de ces drames et
franchement, on compatit évidemment au drame de cette famille et à toutes celles des autres. Mais pour le coup, on n'aura pas de solution miracle et immédiate, si ce n'est former à la fois le corps enseignant et tous les personnels parascolaires, mais encore faudrait-il qu'ils aient de nouveau une structure pour devenir prof. Sur un plan pratique, il y a plusieurs choses quand même. Aujourd'hui, les conseils de discipline ne fonctionnent pas. Ça sert à rien. Clairement, ils ne servent plus à rien parce qu'en plus vous avez des procédures d'appel, on ne sanctionne plus les élèves. Donc ça aussi c'est un sujet, on l'a abandonné depuis très longtemps. Donc je pense que sur un plan concret, il y a des choses à faire, tout simplement sur le plan disciplinaire et qui ne sont pas opérées. Deuxième point, je pense qu'il y a un autre sujet, je veux dire, qui est celui pédagogique, c'est qu'il faut en revenir à, des cours d'éducation que l'on avait quand on était enfant à l'école. Ça s'appelait l'éducation civique et l'éducation morale. Ça suffit. Ça ne suffit pas, mais le fait de l'avoir abandonné n'a certainement pas arrangé les choses. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est quand même un problème qui se résoudra malheureusement sur la distance. Donc il faut aussi remettre un peu des fondamentaux dans cette affaire-là. Mais quand vous voyez que la jeune Lindsay qui s'est suicidée était harcelée, que sa camarade était harcelée, continue d'être harcelée aujourd'hui, il y a visiblement une impuissance de la même manière, une défiance aussi de l'autorité. Moi, je vais vous dire, j'ai été harcelé quand j'étais petit à l'école et j'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé beaucoup à mon époque et même dans les années qui ont suivi. Donc déjà, je pense que le fait qu'on en parle, qu'on libère la parole, qu'on le fasse aujourd'hui sur votre plateau, que le ministre de l'Éducation nationale prenne un décret pour les écoles primaires, et moi je l'engage à le faire pour les collèges et les lycées, ce décret, c'est-à-dire que c'est le harceleur qui doit changer d'établissement et pas l'inverse. Le fait qu'il prononce le mot de c'est une honte sur ce courrier, oui, il a raison, envoyé par le rectorat, il a raison, et je pense qu'il est en train de se passer quelque chose, et le fait qu'on en parle déjà c'est un bon point. Et donc il faut engager les gens, les parents, les enfants à en parler. Il y a eu, on a parlé des prédécesseurs. Oui, mais là c'est ce qui s'est passé sur le cas du jeune Nicolas. Non, mais je sais, il en a parlé, ses parents ont pris la chose à bras le corps. Non, mais je sais, mais attendez, il y a pire, c'est qu'ils sont menacés dans le courrier. Il y a une menace de l'administration vis-à-vis des parents. Si vous retirez pas, on ira porter plainte. C'est ce qui est incroyable. Mais donc il y a un dérèglement aussi fonctionnel dans cette administration entre les recteurs qui sont convoqués aujourd'hui d'ailleurs par le ministre de l'Éducation nationale pour parler de ce sujet et par le ministre de l'Éducation nationale. Mais ce travail il est fait depuis quelques années. Moi je mets à part le prédécesseur direct de Monsieur Attal, Pape Ndiaye, qui effectivement n'avait même pas pris le temps de recevoir les parents. Si, ils les avaient reçus. Bien après, les parents de l'INSEE. Mais il y a quand même un système qui existe depuis maintenant que je dis pas n'importe quoi, 2018, qui s'appelle phare, qui permet normalement aux parents, aux enfants, de dénoncer les situations de harcèlement. Mais le problème, il est pas que le problème, il est pas que le système n'existe pas. Le problème, il est que personne ne sait que ça existe. Personne n'est formé autour de ce système phare pour faire en sorte que les professeurs, que les parents, que les chefs d'établissement aillent prendre connaissance de ces déclarations sur les plateformes internet. Il y a aussi un problème clairement de formation. On nous annonce qu'il va y avoir des référents autour du harcèlement. C'est un prof sur 28 par établissement qui va être référent harcèlement et il sera payé en plus pour ça, et on pense que c'est une bonne mesure. Bah oui, un référent c'est bien, mais en fait tous les professeurs devraient être référents harcèlement dans un établissement. Tous les professeurs devraient entendre les élèves, devraient pouvoir détecter. Je dis pas que c'est facile à faire, mais on connaît les élèves quand on les côtoie au quotidien. On voit quand il y a des problèmes. On voit les meneurs, on voit. Voilà, exactement. À l'époque de mes enfants, il y avait du racket. On parlait moins de harcèlement, mais il y avait eu tout le problème du racket qui avait été évoqué. Alors je pense que ça existe aussi. Encore un mot sur on directrice. Sur la recteure, est-ce qu'elle a une responsabilité sur le courrier qui a été envoyé? On rappelle, et des auditeurs me le disent, que c'était en tout cas, elle était à l'ENA avec Emmanuel Macron, qu'elle n'avait pas forcément les compétences. Clairement, on a modifié pour être à ce poste-là. Dans cette affaire, on a modifié les modes de désignation et de nomination des recteurs pour pouvoir la nommer. Je rappelle quand même que l'Académie de Versailles est la plus grosse académie de France, et que c'est l'académie où il y a eu aussi le drame de Samuel Paty, et où là aussi l'administration n'a pas toujours été considérée comme très aidante vis-à-vis de Samuel Paty. Et elle a quitté depuis cette. Elle est responsable. Moi, je pense qu'un responsable administratif au plus haut niveau est inévitablement responsable. Si, on abandonne la culture de la responsabilité, c'est le délitement de l'État. Et c'est ce à quoi malheureusement on assiste depuis trop longtemps. Oui, absolument. Oui, non, rien à rajouter. Après, je ne sais pas qui a signé le courrier.
on voit pas la signature. On voit pas la signature. C'est du responsable, mais pas coupable, hein, comme d'habitude. Enfin, le courrier, on sait très bien que dans l'administration, le courrier, il est passé par plusieurs parapheurs, qu'il a été validé de toute façon. Mais il y a, en tout cas, espérons que ce drame et cette lettre soient suivis des faits et d'actes. Il faut concerner les gens. Je le répète, le décret qui a été pris pour les écoles primaires, il faut le généraliser au collège et au lycée. Celui qui harcèle doit quitter l'établissement où il est présent. Il faut vraiment à un moment donné que les parents soient concernés, que les enfants soient concernés aussi, et qu'on se rende compte des choses. Si c'est que pour les écoles primaires, et c'est bien, c'est important parce que ça commence à l'école primaire. Bon là c'est le cas d'un lycéen dont on parle, le cas de Nicolas. C'est un lycéen, donc c'est marrant de penser que tout ça passe à l'école primaire. C'est pas à l'école primaire. C'est après. Parce que les institutrices, elles ont une classe à plein temps. Les enseignants au collège et au lycée, tout le monde le sait, je n'invente rien, n'ont pas de classe à plein temps. C'est-à-dire qu'ils sont là de 2 heures à 3 heures, parfois sur 15 ou 18 heures par semaine, mais ils sont jamais là à plein temps. Moi, le problème, et j'ai pas la réponse facile par rapport à ça, c'est comment on maîtrise les réseaux sociaux et comment on maîtrise les agressions continuelles avec des gens qui sont souvent avec un pseudonyme. Et là, on rentre dans une énorme difficulté, gigantesque difficulté. Absolument. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Autre sujet complexe s'il en est, l'immigration, les migrants. Gérald Darmanin se rend aujourd'hui à Lampedusa. Quelle solution? Il a déclaré que ce serait au cas par cas. Comment faire? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, je ne sais pas si on se mettra d'accord autour de ce sujet. Gérald Darmanin se rend aujourd'hui à Lampedusa pour constater la situation sur place de ces migrants qui sont arrivés sur l'île. L'Union européenne peut-elle se fracasser sur le fond de l'immigration? Là aussi, complexité de la situation où chaque pays finalement va vouloir régler à l'aune de sa propre politique l'accueil des migrants. Ce matin, Gérald Darmanin a déclaré qu'il réglerait, que ce serait réglé au cas par cas. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas qui veut commencer. Donc Lampedusa, déjà, il faut y aller. Fracasser, on sait que l'Union européenne est divisée sur cette question. Il y a la réforme du règlement de Dublin que Madame von der Leyen veut faire évidemment, on la comprend, adopter avant la fin de la législature au Parlement européen. Alors il y a eu un accord des ministres de l'Intérieur déjà sur ce paquet, sachant qu'il y a un certain nombre de pays qui s'y sont opposés. La Pologne et la Hongrie, donc les pays du groupe de Visegrad, Malte s'est abstenu, la Bulgarie s'est abstenue, mais il n'y a pas besoin d'unanimité. Et on pense quand même qu'au Parlement européen, ça devrait être adopté. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le discours des dirigeants de l'Union européenne, de Madame von der Leyen, voire d'un certain nombre de dirigeants européens, qui finalement considèrent que la solution, c'est la répartition. Oui. Peut-être. Je ne rentrerai pas dans le fond du problème, mais moi, ce qui me frappe, c'est que les opinions publiques, eux, je veux dire, ne sont pas là-dessus. C'est-à-dire que les opinions publiques sont aujourd'hui pour des politiques de très grande fermeté vis-à-vis de la question migratoire. Il y a un décalage quand même manifeste entre ce que l'on préconise, ce que l'on veut promouvoir, et la réalité aujourd'hui des opinions publiques. Il suffit d'aller en Espagne, en Italie et bien évidemment en France, et même en Europe centrale et en Europe orientale, pour s'en rendre compte. D'ailleurs, on le voit avec les résultats électoraux. Donc ce décalage-là, à mon avis, est explosif à un moment donné, au-delà de la seule situation migratoire. Ouais, Jean-Luc Pédamias. Le grand décalage, c'est que on peut entendre les opinions publiques. Mais ce qu'on a du mal à entendre, évidemment, c'est à cause du changement climatique, de la grande pauvreté, de pays en guerre sur notamment les territoires africains, mais pas uniquement les territoires africains, c'est que les populations migrantes sont prêtes à traverser la Méditerranée, traverser le détroit de Gibraltar, au point d'en mourir ou de payer extrêmement cher des passeurs qui sont des salopards. Et donc, il y a évidemment une gestion extrêmement difficile parce que qui peut dire qu'on va arrêter la migration aujourd'hui et qu'on peut arrêter la migration? Alors, le cas de l'Europe, c'est, vous savez, l'organisation Frontex est là pour ça, mais elle est totalement débordée. D'autant plus, et vous l'avez dit, qu'un certain nombre de pays européens ne sont pas prêts à recevoir
une seule personne sur leur territoire, une seule personne issue de l'Afrique. Non, l'Allemagne vient de le dire. Non, l'Allemagne ne veut plus. L'Allemagne ne veut plus. Donc à partir de là, c'est terminé. Arnaud. Mais l'Allemagne ayant pris des centaines de milliers de migrants, tout le monde le sait. À un moment donné, l'Allemagne dit si vous êtes bien gentil, ils l'ont fait unilatéralement d'ailleurs. Hein. Il faut se souvenir. On n'est pas le seul pays à pouvoir accueillir. Donc la solution, encore une fois, n'est pas simple, mais tant qu'on n'aura pas aidé les différents pays qui sont des pays qu'on appelle aujourd'hui en voie de développement, ça reste à vérifier. C'est vrai pour certains et pour certains pays, mais clairement, le problème migratoire continuera à exister. Quand les gens sont prêts à jouer leur vie, femmes et enfants compris, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour régler le problème ? Il y a besoin évidemment de stratégie d'accueil, parce qu'on a laissé, je termine, parce qu'on n'en parle plus en ce moment, la Turquie, il y a 1 500 000 migrants qui attendent en Turquie. 1 500 000 qui régulièrement, alors c'est les Grecs c'est pas l'Italie là, c'est les Grecs qui les voient arriver. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Et alors à Lampedusa, moi j'aimerais pas être habitant de Lampedusa comme tout le monde. Non, il y a plus de migrants que d'habitants à Lampedusa. Donc c'est oui, mais juste pour comprendre quelque chose de ce que dit Jean-Luc, c'est-à-dire aider les pays en voie de développement, aider quel pays ? Je ne comprends pas, c'est les pays africains. Bien sûr. Vous avez Eric Tegner qui est allé à Lampedusa et qui racontait que la majorité des gens qui étaient là venaient pour une grande majorité de Côte d'Ivoire. Expliquez-moi, quel est le problème en Côte d'Ivoire ? Il y a un gouvernement, il y a un pays qui n'est pas en guerre, il n'y a pas de problème particulier, il y a des gouvernements... Pauvreté, il y a des gouvernements corrompus partout, je ne dis pas forcément la Côte d'Ivoire, mais vous avez des gouvernements corrompus, vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, les biens mal acquis en Guinée équatoriale, sont des gens qui sont responsables, sont des pays qui sont riches, qui ont des richesses. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va encore leur donner de l'argent pour enrichir des dictateurs corrompus ? Pardon d'aller aussi loin. Globalement, si on parle de géopolitique à ce niveau-là, de grands industriels français ne sont pas absents de ces territoires. Excusez-moi, je cite personne, mais ils sont très présents. Notamment au Gabon. La responsabilité, c'est pas celle des dirigeants. C'est quand même pas la faute de Total s'il y a des gens qui meurent dans la Méditerranée. Je dis simplement que nous avons des responsabilités et que nous avons des grandes puissances françaises ou européennes ou mondiales, de grands pays riches qui jouent un rôle dans ces différents pays. Je ne dis pas qu'ils sont responsables de tout. Mais qui est responsable en premier ? C'est pas le président de ces pays ? C'est pas les présidents de ces pays qui maintiennent leur peuple dans la pauvreté ? Malheureusement, oui. Valérie, ça règle quoi ? Ça règle quoi ? Ça règle que peut-être diplomatiquement, il y aurait des solutions à trouver, des choses comme ça. Moi, je posais la question, deux choses. Je posais la question d'abord parce que moi, je me rappelle qu'en 2010, le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait créé, vous savez, cette union pour la Méditerranée. Et tout le monde, et la gauche, les premiers, lui étaient tombés dessus en disant on veut juste repousser le problème en dehors de nos frontières. Je me rappelle très bien, c'était l'un des plutôt une bonne idée. Oui, c'était une bonne idée. C'était l'un des premiers papiers que je faisais. Et tout le monde avait dit c'est n'importe quoi. Ils voulaient investir de l'argent dans les pays, pour le rappeler, pour investir de l'argent dans les pays d'Afrique pour faire en sorte que dans 10, 20, 30 ans, les zones soient là-bas beaucoup plus faciles à vivre, qu'il y ait du boulot, que ça soit développé et donc qu'on lutte comme ça contre l'immigration clandestine. Et je me rappelle à l'époque que ça a été démonté de tous les côtés en disant que vraiment c'était une mauvaise idée, qu'il fallait pas faire ça parce que c'était les laisser enfermer. Je dis pas que c'est vous, Jean-Luc, mais c'était à l'époque la gauche. Non mais vraiment. Et juste une deuxième chose, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Lampedusa, il faut qu'on se pose la vraie question, la réelle question, c'est de savoir est-ce que la réponse doit être européenne ou est-ce qu'elle doit être nationale ? C'est le débat. Donc juste, il faut vraiment le recentrer de ce côté-là. Les Anglais ont fait leur choix, ils ont voté le Brexit. C'était pas directement pour ça, mais aujourd'hui, ça a joué un rôle important. Ça a joué un rôle important. Aujourd'hui, on constate quoi ? Qu'ils ont 2 fois plus d'immigrés clandestins qu'avant le Brexit. Ce sont les chiffres. Donc, ça veut peut-être dire que la situation nationale, la réponse nationale par rapport à chaque pays n'est peut-être pas la bonne réponse. Voilà. Alors, quelle serait la bonne réponse ? Je ne sais pas parce que je suis pas politique et pas député. Mais la réponse européenne, elle ne fonctionne pas visiblement. Parce que franchement, objectivement, vous trouvez qu'il y a une réponse européenne ? Il y a juste chacun qui donne sa position et après non mais si, et Van der Leyen qui enfin apporte une feuille de route hier. C'est hier qu'elle apporte une feuille de route en disant qu'il faut plus contrôler les frontières, qu'il faut faire plus de prévention. Alors, je dis pas que ça va aider, j'en sais rien, qu'il faut faire plus de prévention, qu'il faut que chacun joue le rôle de l'accueil par solidarité
c'est à quoi l'Allemagne répond, parce que je dis l'Allemagne répond immédiatement, nous on le fera pas, donc on va avoir un problème. Voilà. Donc on va avoir un problème. Non, mais l'une des modifications, si j'ai bien compris la préconisation de Madame von der Leyen, c'est finalement d'avoir une clé de répartition au prorata du PIB des différents pays membres de l'Union européenne. Sauf que et ceux qui n'accepteraient pas seraient soumis à des sanctions financières, 20 000 euros par migrant refusé. Ce que refusent évidemment d'ailleurs les Polonais. Les Polonais vont faire un référendum sur l'immigration. Enfin, en tout cas, ils annoncent un référendum sur l'immigration. Donc, si vous voulez, on voit bien que là, il y a un sujet de désaccord de fond pour l'Union européenne face à un problème qui est majeur. Le problème majeur pour l'Union européenne, c'est bien le problème migratoire. Je rappelle un chiffre que tout le monde connaît. En Afrique, dans 2050, c'est 2 milliards de personnes, tout simplement. Donc la tectonique démographique, elle est terrible, en l'occurrence. Mais le Nigeria, ça sera 800 millions d'habitants. Rien que le Nigeria, ça sera 800 millions d'habitants. Moi, je pense que les gens qui sont arrivés à Lampedusa, bien évidemment, il va falloir qu'on s'en occupe. Les gens qui sont légitimes au droit d'asile, le véritable droit d'asile qui est dévoyé, eux ont évidemment toute leur place en France, je pense. Mais pour le coup, vous le disiez, des Guinéens, des Ivoiriens, des Camerounais, eux, pour le coup, ne sont pas sous le joug de ce droit d'asile. Et puis enfin, ce côté un peu humanitaire quand même, il y a 8000, on va se les répartir sur 27, 28 pays. Ok, c'est aussi oublier qu'il y a entre 400 et 500 000 personnes d'immigration légale et illégale qui rentrent en France tous les ans. Donc effectivement, on peut compatir à la douleur et à la détresse, et je vais même dire à cette vie folle de traverser la Méditerranée de 400 personnes qu'on serait susceptible de prendre. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de place. Et qu'aujourd'hui, dans des communes, notamment de Haute-Garonne, vous avez des bâtiments qui sont achetés par des associations, financés par des préfectures, et vous vous retrouvez avec des mineurs non accompagnés. Un mineur non accompagné, ça coûte 56 000 euros par an. Il y a 1500 mineurs non accompagnés en Haute-Garonne. C'est un budget de plus de 80 millions d'euros par an que le département. Alors moi, je veux bien effectivement que l'on accueille toute la détresse du monde, parce que nous sommes des hommes, tous des hommes, Jean-Luc. Mais pour le coup, on n'a plus de place. On n'a plus de place, et on va les aider avec quoi ? Avec de la dette, puisqu'aujourd'hui on est fauché. On peut parler aussi de ce sujet-là. Pour l'instant, dans le cadre de l'Union européenne, vu les accords de Dublin, qui sont plus ou moins rediscutés en ce moment au niveau de l'Union européenne, des conseils européens, des chefs d'État et de gouvernement, c'est le pays qui reçoit le premier les migrants, c'est là que doit se régler le problème. Or, qui c'est qui règle ça ? C'est l'Italie et la Grèce. Ils sont débordés. On va régler, sans doute, dans les jours qui viennent, le problème des 9000 personnes arrivées à Lampedusa. Mais la semaine prochaine ou dans 15 jours, il y en aura 9000 autres. Cette semaine, la Croix-Rouge annonce qu'ils vont arriver encore plus nombreux cette semaine que la semaine dernière. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Très bonne journée, à demain.